Madame, monsieur, bonjour et très ravi de vous retrouver pour ce forum de cette semaine qui tournera autour de deux questions fondamentales. La première, quels sont les espoirs et les contraintes portées par la 6e législature qui vient de prendre pied au Togo? Et en seconde partie, nous allons analyser les alternatives qui restent pour la coalition de 14 ou disons de 13 partis de l'opposition, la coalition qui a choisi de boycotter les élections législatives et qui n'est pas présente à l'Assemblée nationale. Deux invités pour en parler. Moïse Nyonfam, un habitué de ce plateau. Monsieur Nyonfam, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver en tenue africaine aujourd'hui. Merci beaucoup et bonjour à tous nos compatriotes qui nous suivent. Bonne année à eux parce que c'est la première fois que je viens cette année 2019. Nous espérons que les démons de 2018 vont s'écarter pour que nous puissions passer une année paisible, année 2019, et que les espoirs que nous portons puissent se réaliser. Merci pour votre petite prière, Moïse. Vous êtes le conseiller spécial du président du Nouvel Engagement Togolais, le NET. Vous avez été candidat aux élections législatives du 20 décembre. C'est passé de très près. Vous avez eu un élu sur votre liste. Vous étiez le deuxième. Vous êtes tombé au pied du podium. Oui, on peut le dire ainsi, mais la fierté, déjà, c'est d'avoir un d'entre nous qui a été élu, et plus jeune d'ailleurs du Parlement aujourd'hui, parce que les aspirations que nous portons sont collectives. Elles sont des aspirations du parti, et donc c'est vraiment indépendamment de la personne qui puisse l'incarner à l'Assemblée nationale. C'est plutôt sage, dans un pays où très souvent, entre jeunes, c'est la guéguerre, sont les ambitions. C'est très bien de le prendre fair play. Du tout. Si vous interrogez M. Ameganvi aujourd'hui, il vous dira que j'ai été l'un des tout premiers à le féliciter, à l'encourager, et que depuis, je ne cesse de lui dire ou de lui rappeler des choses que nous avons discuté de par le passé avant même de nous présenter aux élections. Donc moi je pense qu'il est important effectivement que nous puissions faire mieux que nos aînés au lieu de se battre pour des postes, pour des situations. Et puis en réalité on se rend compte qu'au finish vous prenez le poste, vous prenez ce confort-là pour vous seul en oubliant carrément tout ce qui vous avait porté. Non, je crois qu'il faut qu'on rompe pas avec ça. En tout cas, en notre sein, cela n'existe pas, ne serait-ce que pour le moment. Merci pour votre loi, la loi de Moïse. Avec vous, Gilson Parco, Gilson Amignon Parco. Monsieur Parco, bonjour. Bonjour, monsieur Boko. Bonjour, monsieur Nyonfam. Bonne heureuse année 2019. Merci également. Bonne heureuse année à tous les amis. J'espère que cette année sera pleine pour les Togolais. Mais au moment de faire les vœux, c'est la première fois que je viens ici en 2019, je voudrais avoir également une pensée pieuse, une pensée profonde pour tous les Togolais, puisqu'il y a 56 ans, tombait dans des conditions jusqu'ici inconnues. Le premier président de la République togolaise, Sinaliso Elpidio Olympio, paix à son âme, que cette âme connaisse la paix, pour que ce pays puisse connaître la paix, que cette âme s'élève pour que ce pays puisse s'élever. Gilson Parco, vous êtes assureur conseil de profession, un acteur de la société civile, un consultant électoral également. Vous avez milité dans plusieurs associations de la société civile. Le plus connu, c'est la Concertation nationale de la société civile togolaise, un analyste politique bien connu de nos plateaux. Merci Gilles. Alors, on va donc évoquer pour commencer les espoirs et les craintes portées par la 6e législature, la nouvelle Assemblée nationale qui a pris fonction la semaine dernière. Gilson Parco, je commence avec vous. En vous renvoyant vers certains commentaires des leaders de la coalition des 14 partis de l'opposition, dont certains ont appelé, on va dire, à déshonorer la nouvelle Assemblée. J'ai écouté publiquement certains dire qu'il ne faut pas reconnaître la nouvelle Assemblée nationale. Que pensez-vous de cette prise d'opposition? Il faut partir de la définition de la définition du rôle d'un Parlement. C'est de légiférer. C'est de légiférer, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Voilà les deux rôles fondamentaux qui sont assignés au Parlement ou bien à l'Assemblée nationale.
Et chez nous ici, il y a une disposition très fondamentale que nous n'arrivons pas encore à connaître et que j'espère que nous allons la connaître, qui est la présentation du discours de la nation devant le Parlement par le chef de l'État. C'est dans la Constitution. Et depuis 1992, on entend qu'un jour, à l'exception de la parenthèse de 2006, on entend qu'un jour, le chef de l'État se présente devant le Parlement pour faire un discours sans vote. Parce que l'issue, il n'y a pas de vote sur l'état général de la nation. Maintenant, en ce qui concerne l'appréciation que les uns et les autres puissent faire du Parlement actuel, cela pourrait s'expliquer par les conditions politiques du pays. Cela pourrait s'expliquer par le processus ayant conduit à la naissance de ce Parlement. Les Togolais ne sont jamais rentrés dans la rue parce qu'ils voulaient des élections. Les Togolais n'ont plus peur des élections. Les Togolais de tous bords n'ont plus peur des élections. Mais les Togolais sont rentrés dans la rue, ont envahi la rue. Les Togolais ont commencé par crier, ont commencé par gémir, par pousser des cris de plus profond de leur tréfonds, parce qu'ils voulaient que les conditions de vie, à partir des institutions, à partir de la loi fondamentale, soient réorientées, soient réaménagées. Et que ces conditions de vie, et que ces règles réformées, réorientées, renouvelées conformément à leurs aspirations, puissent gouverner, in fine, les élections qui doivent avoir lieu, comme cela se doit dans une république. Alors, lorsqu'à la fin, il y a des élections qui n'ont pas tenu compte de ces préalables, donc qui n'ont pas tenu compte de ces cris, quelles que soient les raisons que les uns et les autres vont évoquer, quelles que soient les explications qu'on pourra donner, ça signifie qu'on a dénaturé l'Assemblée qui devrait préalablement être le reflet de l'aspiration commune dans la divergence politique que doit connaître le pays. C'est en cela que c'est un peu estimé que cette assemblée ne répond pas à l'aspiration des Togolais, ne représente pas les Togolais dans la diversité de leurs composantes politiques, parce que à un moment donné, tous les Togolais, le pouvoir, les centristes, l'opposition, tout le monde a été d'accord qu'il faille poser des actes qui devraient conduire à des élections. Inverser la chose, c'est volontairement écarter un certain nombre de Togolais de la chose. Je crois que c'est ce qui pourrait expliquer. Maintenant, cela ne veut pas dire que cela enlève au Parlement son rôle fondamental. Son rôle qui est de légiférer, qui est de contrôler. Mais cela veut dire également que tout en assumant ce rôle de législateur et de contrôle de l'action gouvernementale, le Parlement peut être limité dans son action, compte tenu des conditions dans lesquelles le Césarien est intervenu. Peut-être que les mots ont été un peu déplacés, mais c'est d'une manière générale l'idée. Et la bataille pour le Togo aujourd'hui, comme le disait le chef de l'État en 2010, plus d'élections au Togo sans les réformes. La bataille pour le Togo aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le slogan entonné par le président Faure Gnassingbé en 2010, plus d'élections sans les réformes, puisse devenir une réalité. Oui, mais avant de passer la parole à Moïse Dionfam, ceux qui ont lancé cet appel à ne pas reconnaître la nouvelle Assemblée, ils ont été élus comme députés du Togo avec les mêmes lois et ils ont eu les mêmes honneurs. Non, ce que je dis, c'est un débat purement politique qui n'est pas un débat juridique. Ça dit que généralement nous confondons la légalité de la chose et la légitimité de la chose. Le débat se trouve au niveau de la légitimité. Les règles ayant conduit au choix des députés étant les règles aussi mauvaises ou aussi odieuses soient-elles, étant les règles en vigueur, et lorsqu'elles sont respectées, ça signifie que ceux qui en sont des députés légaux. Mais s'il y a une crise politique à la base et qu'un certain nombre de personnes
se prendre les dispositions, certaines personnes prennent les distances, ça c'est qui se pose un problème de légitimité. Et chaque acteur politique peut l'interpréter comme cela se doit. Alors, Moïse Nyonfam, Amégan Vie et les siens siègent-ils dans une assemblée illégitime? Merci beaucoup. Je crois que d'abord, la définition de ce que c'est qu'une assemblée nationale, ne serait-ce que dans le contexte togolais, est dans la constitution togolaise, celle en vigueur en ce moment, celle sous laquelle M. Jean-Pierre Fabre et tous les autres avaient été élus en 2013. Et donc, il ne m'appartient pas aujourd'hui de donner une autre définition que celle que donne notre constitution, qui est que le Parlement est composé donc de personnes élues, les élus du peuple. Aujourd'hui, je ne voudrais pas trop entrer dans ce débat de Parlement légitime ou de Parlement illégitime, parce que je n'ai pas vu de contexte aussi extraordinairement différent de 2013. Je vous rappelle encore qu'en 2013, nous étions partis pour faire des réformes et il a fallu une médiation, je crois, de Monseigneur Bariga avec l'ambassadeur des États-Unis pour que, tous ces protagonistes-là se reviennent à eux et disent plutôt qu'ils vont aller à ces élections sans les réformes. Et ça a été fait ainsi. Et ces élections, est-ce qu'elles ont été les plus transparentes? Je ne crois pas. Celle de 2018 également n'a pas été de la plus transparente possible parce que justement, nous sommes d'accord qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Mais nous sommes à une position où nous avons l'impression que nous sommes un peu pris en étau entre deux courants qui ne veulent pas faire l'effort de s'ouvrir l'un à l'autre et qui se disent dans tous les cas, nous y sommes, nous sommes là et nous restons. Aujourd'hui, moi, ma fierté, c'est que ce Parlement que certains traitent d'illégitime, eh bien, ce Parlement va faire les réformes. Ce Parlement va satisfaire maintenant aux desiderata du peuple togolais. Parce que ce que le peuple togolais veut, c'est les réformes. Ce que le peuple togolais veut, c'est ces personnalités-là qui sont capables de s'entendre pour lui proposer un test qui prenne en compte les deux mandats, un test qui prenne en compte l'élection à 2 tours et la réforme de la Cour constitutionnelle. Du moins, ces 3 points-là qui ont été retenus par les protagonistes au cours du dialogue. Moïse Nyonfam, pourquoi en êtes-vous si sûr? Qu'est-ce qui vous donne l'assurance que cette législature va procéder aux réformes attendues depuis plusieurs années? Oui, ce qui me donne... La première des choses, c'est que je sens que même au niveau du pouvoir, on est essoufflé. On est essoufflé. On ne voudrait pas que le 19 août 2017 se répète dans la vie du peuple togolais. L'autre chose, c'est que lorsque vous prenez les petites divergences qu'il y a eu, parce que moi je les appelle des petites divergences en termes d'interprétation de l'article 59. Parce qu'avant, tout se jouait autour de l'article 59. Pas véritablement dans sa formulation, mais dans son interprétation et surtout par rapport au positionnement du chef de l'État actuel en 2000. L'article 59 qui consacre le nombre de mandats du président de la République. Exactement. Exactement. Donc nous pensons qu'il est temps de faire d'abord les réformes et ensuite maintenant de chercher le moyen le plus approprié, le plus démocratique, ne serait-ce que de laisser la Cour constitutionnelle traiter du cas de la candidature de X ou de Y. Et je voudrais rappeler que cette position-là, de laisser la Cour constitutionnelle en connaître la fin, a été également la position du leader de l'opposition jusqu'à un passé récent. Je voudrais parler de M. Jean-Pierre Fabre, qui lui aussi, il y a quelques années de cela, défendait la même chose. À un moment donné, qu'il était bon qu'on ait au moins les réformes et puis qu'on laisse l'interprétation. Oui, mais la raison fondamentale pour laquelle vous dites que cette Assemblée va faire les réformes, est-ce que ce n'est pas parce que le parti au pouvoir, UNIR, dispose d'une majorité confortable et peut opérer comme il le souhaite? Il y a effectivement cet aspect. Il ne faut pas... UNIR n'a pas besoin de vous pour faire les réformes désormais. Oui, nous savons qu'UNIR n'a pas besoin de nous par rapport à la majorité que UNIR a aujourd'hui lorsque nous intégrons ces milliers, non pas ces milliers, ces multiples candidatures indépendantes. Ouais. Mais alors, ce que nous disons, c'est quoi? C'est que nous étions dans une situation où UNIR donnait pour, je dirais, alibi
nous n'avons pas les 4/5e et donc, même si nous le voulons aujourd'hui, nous ne pouvons pas opérer les réformes. Aujourd'hui, maintenant, unir à les 4/5e et nous allons voir maintenant si UNIR fera les réformes ou pas. Et j'espère. Donc, justement, est-ce que ce n'est pas le reproche que les autres vous font une élection pour donner les 4/5e à UNIR pour opérer les réformes comme ils l'entendent? Si cette élection qui a donné les 4/5e à UNIR peut permettre que nous ayons les réformes et que nous ayons moins de manifestations dans nos rues, que nous ayons avec son lot de morts et de personnes emprisonnées, je crois, ma foi, qu'il vaut mieux opter pour cette élection. Gelson Parko. Oui, je connais un Togolais, un éliste togolais, auteur des paroliers de notre hymne national, Robert Dosset, qui aimait dire en son temps, le temps est l'autre nom de Dieu. Le temps est l'autre nom de Dieu. Et je crois que nous allons nous retrouver un jour ici pour vérifier ce que me dit aujourd'hui mon très cher ami Moïse, que je salue à nouveau. Mais mon Seigneur disait également que l'homme n'est grand qu'à genoux. Lorsqu'on commençait les manifestations en août 2019, on n'a pas trouvé que l'homme n'est grand qu'à genoux. On a eu la réponse de la brutalité de la force. Et aujourd'hui, comme on va faire les réformes, les Togolais ont émis les vœux de voir des réformes se réaliser. Et ont évoqué ces réformes. Il ne s'agira pas de faire des réformes pour soi, mais il faudra faire des réformes en écho à ce que dit ce peuple qu'on conduit, à ce peuple qu'on gouverne. J'espère qu'un jour, on pourra dire, on en est sorti grandi. Moi, je ne suis pas convaincu qu'au bout de 5 ans, en tout cas, je ne suis pas convaincu qu'avant la mi-mandat de ce Parlement, puisque le temps est le nom de Dieu, avant la mi-mandat de ce Parlement qui va être décembre 2020, que les réformes allaient se faire. Je donne les indicatifs. Je ne suis pas convaincu qu'avant la mi-mandat de ce Parlement, lorsqu'on sera en janvier 2021 ou bien en décembre 2020, que les réformes allaient se faire. Je ne vous ai pas compris. Oui. C'est cela que j'ai dit. On parle de la semaine prochaine. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est que le souci majeur, on veut gagner du temps pour être là. On veut gagner du temps pour être là. Et pour gagner du temps pour être là, les réformes, si ça devrait arriver, ça ne pourra arriver qu'à une période donnée. Et à cette période-là, les Togolais seraient en train de réclamer encore. Je ne suis pas convaincu que c'est possible. Le net peut être porteur, peut avoir l'envie excessive de contribuer à la résolution de ces réformes. Tout le monde sait comment ça se passe au Parlement, où au-delà de l'Assemblée, on se retrouve, on fait les négociations, on se parle, on passe par ici, oui. Le net peut avoir l'envie excessive d'être acteur de ces réformes. Mais je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr. Et je souhaite que les dieux de nos ancêtres me demandent ce qui est la réforme. Maurice Jonfa, la seule arme dont vous disposez aujourd'hui, est-ce que c'est cette confiance que vous avez aux députés du pouvoir pour opérer les réformes? Parce que je ne vois pas une autre arme dans la mesure où vous ne constituez pas une force de blocage aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, merci. Moi, je voudrais d'abord dire qu'il est important que nous sachions qu'on ne peut pas présumer de la mauvaise foi de l'autre. Je ne peux que présumer de la bonne foi parce que justement, nous allons faire l'expérience de cette majorité parlementaire-là. C'est maintenant que nous allons nous aussi faire son expérience. Et nous ne pouvons pas, dans une mesure où nous voulons véritablement que le Togo sorte de ces problèmes, nous ne pourrions pas continuer par imaginer que les réformes ne vont pas se faire. Notre souhait, notre plus grand souhait, c'est que les réformes se fassent. Comme vous le dites, effectivement, nous n'avons pas
la minorité pour bloquer. Parce qu'en réalité, vous vous rendrez compte plutôt que ceux qui avaient eu cette minorité pour bloquer avaient bloqué justement et on n'avait pas eu les réformes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je dis, en 2010, en 2014, lorsqu'il s'était agi de faire les réformes et le problème de qu'est-ce que le président va devenir après donc le vote de ces réformes-là, pour l'opposition qui était incarnée donc par certains de la coalition aujourd'hui, c'était il fallait tout faire pour que si on vote ces réformes-là, eh bien le président n'allait même plus. Il devait même quitter en même temps le pouvoir parce qu'il avait déjà fait les 2 mandats. Alors tout ceci a été aussi objet de blocage. Ajouté au fait que naturellement, on ne peut pas dire le contraire, le pouvoir actuel aussi cherche à conserver son pouvoir. Et ça, c'est le propre de tous ceux qui sont au pouvoir. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut quand même que les règles soient claires, qu'elles soient transparentes, de telle sorte que même si vous restez au pouvoir pendant 100 ans, en tant que votre parti, qu'on sente au moins que c'est parce que les règles, vous les respectez et que vous gagnez aux élections. Donc, dire que nous avons une confiance excessive par rapport à UNIL, ce n'est pas le cas. Ce que nous disons, c'est que nous avons eu un parti qui a porté comme argument le fait de n'avoir pas les 4/5e. Aujourd'hui, ce parti a les 4/5e. Je crois que certains m'ont suivi. Pas les 4/5e pratiquement, enfin théoriquement, mais pratiquement. Bon, on sait ce que c'est. Pourquoi vous doutez des 4/5e du parti? Parce qu'officiellement, UNIL a 59 députés sur les 91. Tout à l'heure, Moïse a évoqué le cas des nombreux indépendants. Les indépendants ne sont pas encore... Il y a par exemple mon cher ami Pakoum Adjorovi, qui est conseiller diplomatique chef de l'État. Comment un conseiller chef de l'État peut être indépendant? Donc c'est un indépendant sur 18, les autres n'ont pas encore... C'est comme ça qu'ils le sont. Les autres n'ont pas encore décliné. On ne va pas décortiquer, on ne va pas sortir ici les sous-vêtements de chacun des indépendants. Dans tous les cas, moi je crois que c'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne chose, Moïse? Parce que le parti au pouvoir peut faire les réformes, mais il peut faire aussi ses réformes. Oui, c'est là où je voudrais en venir. Vous savez, quand vous prenez la feuille de route, quand vous lisez la feuille de route, vous verrez que la formulation même des réformes, ce n'est pas ça qui est dans la feuille de route. C'est le contenu qu'il faut donner à cette feuille de route-là. Et donc, vous allez voir qu'on a parlé des 2 tours, on a parlé des 2 mandats, on a parlé de la recomposition de la Cour constitutionnelle. Celle même qui est chargée de veiller à l'application donc de notre loi fondamentale. Et aujourd'hui, nous pensons, et nous l'avons d'ailleurs exprimé depuis février 2018, qu'il faut aller plus loin que les 3 articles-là. Nous avons beaucoup d'autres choses que nous avons ajoutées, parce que là, maintenant, le Premier ministre a démissionné, il faut en nommer un autre. Si cela ne suscite pas beaucoup de débats, c'est parce que ce poste, en réalité, ne vaut pratiquement plus rien. Il faut lui donner une certaine consistance. Ou bien, carrément, on supprime le poste. Mais c'est pas à prendre si on nomme Moïse Diofan Premier ministre, vous ne direz pas non. Hein? À l'heure actuelle, si on me nomme Premier ministre, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, parce que je ne suis pas de la majorité au pouvoir, et en plus, si on me nomme Premier ministre et que je dois être, sans véritablement toute la force qui doit accompagner ce poste-là pour que je puisse agir, je crois que ça ne va pas être possible, que je l'accepte ainsi. Donc vous insinuez qu'au-delà des 3 articles touchés déjà par l'ancien Parlement et votés en commission des lois, la nouvelle législature, vous souhaitez, est-ce que c'est encore possible qu'on aille au-delà de ces 3 articles qu'on a rajoutés? Nous nous efforcerons quand même de proposer des amendements que nous avons d'ailleurs déjà pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Parce qu'il le faut. Il le faut. Et donc, nous ferons le lobbying qu'il faut, même si nous ne savons pas ce que la majorité en décidera, nous ferons quand même ce qu'il faut. Et je continue par le répéter, que nous voulons aborder vraiment cette législature dans un esprit de proposition, de blocage pour ce qui est fondamentalement mauvais, mais de pouvoir faire un apport significatif lorsque nous savons que nous avons l'impression que le pas qui va être fait va faciliter quelque chose demain. Pour nous, il s'agit d'aller vers des victoires d'étape.
pas de dire nous voulons en même temps, ici et maintenant, quelque chose, et si nous ne l'avons pas, eh bien, non. Nous voulons quand même des victoires d'étape pour que petit à petit, la démocratie s'enracine un peu plus dans notre pays. Gilson Parco, Moïse l'a dit, la feuille de route de la CEDEAO a recommandé les réformes sur 3 points fondamentaux. Les élections en 2 tours, le nombre de mandats et la réforme de la Cour constitutionnelle. Alors, ces 3 réformes vous suffisent si c'est voté à l'Assemblée nationale pour vous satisfaire finalement? Nous qui? Le peuple. Merci. Et, vous savez, je suis l'un des rares Togolais qui, au soir du 31 juillet 2018, était furieux. Était furieux pour cette hypocrisie politique et diplomatique de la CEDEAO. Je ne parle pas des élections, mais je parle de 31 juillet. Les Togolais n'étaient pas... 53e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. D'abord, que ce sommet censé se prononcer sur un cas togolais se déroule au Togo de manière ordinaire, je dis, ça c'est que la CEDEAO ne s'est pas donné les moyens de pouvoir aborder de manière approfondie et audacieuse le cas togolais. Premier élément. Deuxième élément, ce sommet est venu parler des élections. Ce sommet est venu parler des élections comme si le problème togolais, c'était les élections. Ce sommet, troisième élément, ce sommet a effectivement relevé 3 points fondamentaux de la Constitution. Tout à l'heure, quand nous parlions du net, vous avez dit le nouvel engagement togolais. Oui, vous avez dit tout à l'heure que Moïse Nyofam échouait au pied de la victoire. Si les réformes ont été effectuées, ne serait-ce que dans la logique des proportionnels, au plus fort reste, Moïse serait sorti. Ce que vous dites, c'était dans la feuille de route aussi? Non, je suis en train de faire une analyse. Ah, ça, c'est votre proposition je de dis, réforme. je dis, si on avait fait les réformes, oui. Si c'est qu'on avait fait les réformes sur la loi électorale. C'était prévu comme ça dans la feuille de route? Si on avait fait les réformes sur la loi électorale et que même on gardait les proportionnels et qu'on prenait le plus faible reste, Moïse serait élu. Oui, mais c'est un choix, rien n'avait été dit. Non, je suis d'accord. Ouais. C'est pas parce qu'il est ici, c'est pour nous dire qu'il y avait des problèmes et on a esquivé les problèmes, on a planté le décor pour des élections. C'est pour vous dire tout simplement que d'où nous venons, d'où vient le Togo, voir le caractère lancinant et profond, quelqu'un parle même de cancérogène, de la crise togolaise, je dis, ces 3 points ne peuvent pas résoudre la crise togolaise. Donc, en clair, vous êtes ce papa dont l'enfant a eu 15 sur 20. On n'a pas 15 sur 20. Mais, attendez, ceux qui sont allés dialoguer disent qu'ils ont eu 15 sur 20, M. Parco. Tout à l'heure, M. Boko a dit vous, je lui ai posé la question, il parle de quel vous? Et j'ai dit qu'au soir du 31 juillet, oui, je suis l'un des rares, je le dis avec beaucoup de fierté, l'un des rares Togolais qui est affiché et exprimé toute ma désapprobation par rapport à cette feuille de route. D'accord. Parce que j'ai trouvé que cette feuille de route, telle qu'élaborée, ne permet pas au Togo. Mais tout le monde avait applaudi, bon, sauf peut-être vous. Donc oui. Ça veut dire que vous êtes désolidarisé du peuple. Merci. Mais premier élément. Deuxième élément, la feuille de route consacrait des élections. Or, le problème, ce n'était pas les élections. Le problème, il a parlé tout à l'heure des victoires d'étape. Et que les élections doivent être une victoire finale. Si victoire d'étape doit y avoir, c'est préalablement, comme le dit la déclaration de la conférence des lois du Togo, c'est préalablement les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Dans la mesure où le mandat de l'Assemblée nationale en cours avait expiré, est-ce qu'il n'était pas nécessaire de procéder à ce renouvellement pour légitimer donc les réformes qui allaient s'opérer? Rien ne nous pressait. Nous pouvons faire tous les compromis possibles si nous avons chacun des pas de la bonne volonté pour faire
préalablement ces réformes, reprendre ce discours du chef de l'État, plus d'élections au Togo sans de réformes, c'était en 2010, réaliser ça pour avancer, pour tourner définitivement cette salle. Oui, mais on a déjà essayé les ingrédients de la bonne volonté. Pendant plusieurs années, on a essayé de faire les réformes avec le consensus, mais ça n'a pas marché, Moïse Dionfam. Oui, c'est ce que je dis. Lorsque vous avez deux personnes qui sont au dialogue depuis 2006 et qui ne s'entendent jamais pour faire les réformes, qui ont applaudi la feuille de route que mon frère Gilles est en train de dénoncer, mais nous étions tous là, au 31 juillet, après un dialogue exclusif, on nous a sorti une feuille de route que les gens ont saluée. Et donc, nous n'étions pas totalement d'accord dans la formulation des choses, mais on a dit, mais qu'à cela ne tienne, si ceux-là qui se sont arrogés le droit de parler au nom de nous tous, Togolais, en disant que vous ne pouvez pas y être, tel ne peut pas y être, mais c'est nous qui sommes légitimes, ils sont allés, ils sont revenus avec une feuille de route, et qu'ils disent qu'elle est bonne, cette feuille de route-là, et qu'ils vont s'atteler à faire appliquer la feuille de route, nous, on s'est dit, d'accord, on prend acte. Nous n'allons d'ailleurs pas poser des actes qui puissent les empêcher de réaliser cela. Au contraire, nous allons les accompagner pour que nous puissions réaliser cette feuille de route. Aujourd'hui, la feuille de route n'a pas été respectée de la manière la plus chronologique possible. Et ça, je ne dirais pas que c'est la faute à l'un ou à l'autre camp. Parce que d'abord, l'un ou l'autre camp était dans une idée de pouvoir dribbler l'autre en s'appuyant sur la CEDEAO. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. L'autre chose, c'est qu'il y a eu des négociations, que ce soit à Accra, à Lomé ou même à Conakry. Et la dernière rencontre de Conakry est celle-là qui a surpris plus d'un. Vous avez vu un peu ce qui a pu ressembler un peu à ce qu'on peut appeler la balade des gens heureux. Et puis après, on est revenu, on a dit oui, maintenant on a les 8 personnes pour la CENI, etc. Vous savez bien le sacrifice que le net a fait depuis le 23 juillet, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais plus, je me perds un peu. Mais dans tous les cas, c'était la période à laquelle nous sommes, ça doit être en septembre, nous sommes partis de la CENI pour que justement nous puissions laisser les choses évoluer de sorte qu'on ait cette feuille de route-là. Mais au finish, nous avons senti que ceux-là qui demandaient donc à venir à la CENI, qui voulaient ci, qui voulaient ça, n'étaient en réalité pas prêts à aller à ces élections-là et préféraient que leur mandat continue de courir. Et je rappelle que la constitution togolaise est bien claire. 30 jours avant la fin du mandat des députés, on doit procéder donc au renouvellement du Parlement. Si les gens... Sauf que dans la même constitution, il est précisé également que ces élus restent en place jusqu'à leur remplacement. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est grâce au toilettage de 2002. Oui, mais... Donc ça veut dire que le toilettage est bon pour les gens quand ça les arrange et ce n'est pas bon quand ça ne les arrange pas. Non. Je crois qu'il faut arrêter tout ça là et puis maintenant porter de vrais espoirs. Les vrais espoirs aujourd'hui, c'est de pouvoir faire les réformes. Je ne peux pas certifier parce que je ne suis d'ailleurs pas Dieu. Rien ne garantit que je serai encore sur la terre des vivants jusqu'à ce que les réformes ne se fassent, même si c'est demain matin. Mais j'ai foi en ce que les Togolais, avec ce qu'ils ont vécu depuis bientôt 2 ans, ont compris qu'il était temps d'arrêter un peu la malice d'un côté, le blocage de l'autre, pour que nous puissions aller à ces réformes. Ouais, Gilson Parko, finalement, avec le recul, ça a donc été une erreur politique de l'opposition d'avoir accepté cette feuille de route du 31 juillet 2018, comme vous l'avez souligné. Je voudrais plutôt qu'on jette un regard, avec un peu plus de recul, un regard même sur le rôle de l'organisation sous-régionale. La CEDEAO. La CEDEAO a-t-elle fait une médiation ou une facilitation? Personnellement, je n'arrive pas à me prononcer. Ou un arbitrage. Un arbitrage, une médiation, une facilitation, je n'arrive pas à me donner une réponse. Parce que cette manière de conduire les discussions entre les parties en conflit, qui consiste à écouter, à sortir un communiqué, en réalité, c'est la pire des méthodes de règlement de conflit. C'est la pire des méthodes. Selon vous? Selon moi, et de l'appréciation de... C'est-à-dire, alors, ça signifie que la CEDEAO dispose d'une force de conduite où elle écoute ici, elle écoute là-bas, où maintenant elle prend une décision et elle fait appliquer. Oui. Elle fait appliquer.
Est-ce que vous êtes d'accord? Si la CEDEAO n'est pas dans cette capacité, dans cette logique, alors sa manière même de conduire les discussions, où on ne sait pas si c'est une médiation, c'est une facilitation, c'est un arbitrage, c'était tellement flou. Moi, j'ai Mais de toutes les façons, les deux parties avaient fait confiance à l'institution sous-régionale. De bout en bout. Oui, les deux parties ont fait confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de dire que si telle partie n'avait pas accepté l'intervention de la CEDEAO, on aurait eu une meilleure situation. Mais je dis, qu'est-ce que fondamentalement la CEDEAO a pu régler de la crise togolaise? Non, cas sur table. La présidente de la CEDEAO a apporté quoi? La CEDEAO a réglé quoi? Oui, mais absolument c'est un esprit de la CEDEAO qui a réussi à prendre des réformes constitutionnelles acceptées par... acceptées par qui? Les deux parties dans une mesure où... Ce n'est pas parce que l'esprit de la CEDEAO a produit un document qui est encore dans les tiroirs. Non, pas dans les tiroirs. Ça a été voté en commission de loi à l'Assemblée nationale. Comment? À 95-97%. Tu sais, en matière de loi, parlons de ce qui existe. C'est ce que nous avons sous la main. Nous ne parlons pas du projet qui est là. Mais un projet qui a été adopté par une commission de loi de l'Assemblée nationale. Et vous trouvez ça banal? Ce que cette commission a adopté là, ça engage le Parlement qui vient? Oui, mais il y a une forme de continuité. Non. Merci beaucoup. Non. Vous voulez dire que la nouvelle Assemblée va réétudier le test? Non. Non. Attends, cette commission-là qui a adopté ce projet de loi-là, ce qu'il a adopté là, ça peut servir de document de référence, de base. Je ne crois pas que mais le document adopté n'engage pas le Parlement qui vient. Bon, Maurice. Ouf, enfin. Non, d'abord, je voudrais dire à Gilles que je le retrouve plus... Lequel, Gilles Son ou Gilles Boko? Je le vois plus politique que les politiques. Hein. Je suis en train de revoir, et je me demandais d'ailleurs, quand j'ai eu l'invitation pour l'émission, si je serais en face de Gilson, l'homme politique de la CPP, que d'avoir en face de moi... CPP, hein? Ah bon? À moins qu'ils me disent qu'il n'a pas... Je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique dans ce pays. D'accord. Je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique. Je n'ai jamais milité dans aucun parti politique. Vous avez mais avec beaucoup de sympathie, vous avez... Oui, il a beaucoup de sympathie pour M. Kodjo. Peut-être que demain, on me dira membre de NED parce qu'on me sait assez proche de vous. Oui. Ça, cela me tient. On passe. Mais comme je le disais, il est dans une posture assez politique. Et moi, je dirais même que j'aurais bien aimé qu'il soit au dialogue. Parce que là, il rejette ce que les gens ont aimé, ils ont adoré, ils ont accepté. Et ils nous ont ramené ça avec fanfare. Aujourd'hui, ce que la commission des lois a adopté, avant que la législature là, ne soit fermée, demeure quelque chose d'important que la nouvelle commission des lois devra prendre en compte. Est-ce que la nouvelle commission des lois va revenir sur ce Oui, elle va reprendre cela. Elle va voir si cela est conforme avec ce que les membres actuels du Parlement voudraient. Si cela n'est pas conforme, ou tout au moins s'il y a des choses à ajouter ou à améliorer, ça va être amélioré. Mais ce n'est pas un document qui sera imposé à la nouvelle commission des lois ou bien qui va passer directement à la plénière. Non. Il me semble, selon ce que moi j'ai entendu, que ça passerait à la plénière. Hein. Non. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je maîtrise pas. Les mêmes tests peuvent revenir. Peut-être les députés qui nous écoutent peuvent nous éclairer là-dessus. Moi, je ne sais pas. Peuvent revenir en plénière et être adoptés. Mais si ces tests-là reviennent en plénière in extenso, ça veut dire que la nouvelle commission des lois également aurait trouvé que les tests sont bons. Mais moi, à ma connaissance, le test ne reviendrait plus en commission des lois. Donc, à la pause, on va s'informer. Je fais une précision. Oui. Si ces tests doivent revenir en plénière, ça signifie que ces tests ont fait l'objet d'un projet de loi ou d'une proposition de loi qui est tombée sur la table de la commission, de la nouvelle commission des lois, qui l'est étudiée pour l'envoyer au bureau qui puisse l'envoyer en plénière. Donc ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas de facto.
Ceux qui disent que c'est de facto sont ces habituels menteurs de la République. Bon, moi, il faudra qu'on s'informe sur le sujet. Donc, en ce qui concerne les craintes de cette nouvelle Assemblée, Moïse, est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette nouvelle Assemblée renforce davantage le pouvoir en place? En quel sens? Oui, ils ont l'exécutif, désormais le Parlement, une large majorité. Ils ont toujours eu l'exécutif et le Parlement. Mais pas avec une telle majorité. La majorité de 4/5. Non, d'abord des 3/5 qu'ils avaient, ainsi que la majorité des 4/5. En réalité, si vous regardez bien, à part ce qui concerne l'amendement de la Constitution, pour tout le reste, ils ont la majorité. Ils ont la majorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est parce que UNIR a, entre griffes, les 4/5. Et je dis, c'est grâce au fait que nous ajoutons, nous, les indépendants. Attention, parce que là, UNIR, je crois, s'en sort avec 59 députés. Ça veut dire que UNIR a moins de députés que UNIR en a eu dans l'autre législature. Théoriquement. Théoriquement. Je dis théoriquement. Maintenant, si nous ajoutons les indépendants et cette possibilité d'ouverture peut-être de certains partis qui seraient convaincus que le projet de loi en cours pourra passer, ça veut dire que cela peut être adopté à plus de 4/5. Mais je dis, pour tout ce qui concerne les autres lois qui régissent notre vie et tout ça, l'UNIR avait toujours eu la majorité. Et donc pour vous, fondamentalement, il n'y a pas une différence c'est juste une allusion politique que de pouvoir dire que oui, maintenant ils ont les 4/5, c'est juste pour pouvoir voter la Constitution. Et aujourd'hui, le fait que l'UNIR ait les 4/5, je le répète et je le répéterai toujours, c'est une bonne chose parce que nous allons vraiment tester la seule et bonne foi de l'UNIR aujourd'hui. Avant, il fallait tester cette bonne foi, mais tenir compte du fait que UNIR n'avait pas à lui seul les 4/5. Aujourd'hui, nous pouvons tester de cette bonne foi-là en sachant que UNIR est le seul à avoir les 4/5. Donc, plus de facilité à faire adopter les réformes. Et comme eux-mêmes, ils disent que c'est les autres qui les ont empêchés de le faire, nous attendons de voir. Et notre espoir, c'est que même si la facilitation a fini son travail selon le dernier sommet des chefs d'État le 22 décembre, je crois, nous pensons que ces chefs d'État-là, en amitié, vont rester toujours pour aider le Togo à faire adopter quand même ces réformes. Donc en un mot, pratiquement cette nouvelle Assemblée, la 6e législature, n'est ni plus légitime ni plus illégitime que la précédente. Moi, je ne voudrais même pas savoir si telle est légitime ou telle n'est pas légitime. Parce que vous savez, quand vous allez à une élection et que vous-même vous dites que l'élection n'était pas crédible et que vous êtes député pendant 5 ans, ne venez pas me dire que vous êtes plus légitime que les autres. Pour moi, c'est cela. Et la légitimité, pour moi, c'est... Qu'est-ce que la loi dit par rapport à qui élit qui pour siéger? La loi est claire. Est-ce que la loi a été violée? Ne serait-ce que la loi qui est là actuellement? Je voudrais rappeler également que les réformes constitutionnelles et institutionnelles, ne serait-ce que les réformes constitutionnelles qui étaient prescrites, n'avaient pas incidence vraiment directe sur les législatives que nous avons connues la dernière fois. Et vous pourrez être surpris aussi, peut-être comme moi, d'apprendre qu'au sein même de la coalition aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire effectivement qu'il y a eu plutôt des dysfonctionnements en interne, des choses qui ont conduit à cette impasse-là. Maintenant, si certains peuvent prendre des partis comme le NET ou l'élection du 20 décembre pour en faire leur souffle-douleur, nous leur disons bonne chance, mais dans tous les cas, nous travaillerons à ce que les aspirations des Togolais qui ont été martelées dans la feuille de route, notamment les 3 points, soient effectifs en cette année 2019. Mais pour boucler cette première partie, Gilson Parco, les partis, on va les appeler hors UNIR, l'Assemblée nationale, représentée à l'Assemblée nationale, ont envoyé quand même quelques personnalités comment on va le dire, quelques députés de forte personnalité. On parle de Agbeyo Mekodjo, Djiritama, Abbas Kabwa, et bien d'autres. Est-ce qu'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, peser de leur personnalité sur le déroulement des événements à l'Assemblée nationale? Personnellement, je me refuse, compte des circonstances telles que ces élections se sont passées, de réfléchir sur la question. Vous refusez à la réflexion. Parce qu'il y a des gens à qui on peut reconnaître, on peut dire c'est des fautes de personnalité.
mais qui ne sont pas des fortes personnalités politiques dans la circonstance, dans la situation qui se pose. Donc, ils peuvent être une force de proposition. On connaît Jiritama qui écrit beaucoup, qui propose beaucoup. Comme tout à l'heure, j'ai dit que le temps, je cite un auteur, le temps est le nom de Dieu et nous aurons le temps d'apprécier. Je souhaite bonne chance à toutes ces personnalités. Mais tu sais, ce qui m'intrigue, c'est la déformation de la chose au Togo. Que nos enfants, que nos jeunes frères, nos enfants sont en train de voir, ils ne savent pas comment ça se fait. Qu'est-ce que vous appelez déformation? Oui, je viens. Et c'est pour conclure cette première partie. Quand aujourd'hui, on dit que l'Union des forces du changement est la première force de l'opposition parlementaire. Je dis, comment est-ce possible qu'un parti qui est dans un accord de partage de pouvoir avec le parti au pouvoir depuis 2008, depuis 2010, donc depuis 8 ans, peut se dire opposé à ce parti. Ça, c'est que ce n'est pas honnête vis-à-vis du parti au pouvoir. Mais je préfère qu'on me dise que le net qui a 2 sièges, ou bien, à part ça, il y a encore... Le parti qui a... Donne ce que tu veux. Oui, qui a 2 sièges est leader de l'opposition au Parlement. Mais quand on me dit ça, je ne peux pas l'expliquer à mon jeune neveu ou bien à mon petit enfant. Parce que je connais encore les préfets, les ministres et UFC. C'est des Togolais? C'est des Togolais? C'est des Togolais. Ces ministres, c'est des Togolais. Donc vous comprenez qu'en Allemagne, par exemple, quand Angela Merkel gouverne avec une coalition de partis de l'opposition, c'est des Allemands. Vous comprenez que si en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est en coalition avec ses opposants pour gouverner, vous comprenez que c'est aussi des compatriotes israéliens. Oui, mais alors, quel est le rapport? Le rapport, c'est que je ne suis pas gêné du tout de voir, par exemple, un Jean Kissi à la tête d'une régie financière de ce pays. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attendez, vous n'avez pas compris. Attendez. Vous avez orienté le débat en disant que vous voyez aujourd'hui des préfets, des quoi qui sont toujours là. Non, monsieur Nyofam. Si c'est des Togolais, même en dehors de leur parti, je propose que ces Togolais restent en place. Suivez la logique, ne prenez pas... Je suis la logique. Non, je suis la logique, mais je me rends compte que vous êtes politique. Non, on dit que l'UFC est la plus grande faute politique. Attendez de voir le prochain gouvernement pour voir si l'UFC il sera ou pas. Je suis en train... J'ai écouté... Vous présumez trop de la mauvaise foi des gens. J'ai écouté M. Omao et je dis sur une chaîne de radio qui disait, oui, que c'est possible d'être au gouvernement Vous voulez que nous discutions de ce qu'une tierce personne dans un regroupement ou dans un parti dit de gauche à droite, vous voulez qu'on en discute ici? Vous voulez qu'on en discute ici? Donc pour vous pensez que... Je ne sais pas ce qui peut piquer. Vous pensez que ceux-là que Fulbert Atisso dit avoir pris de l'argent dans ces histoires-là sont mieux que ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui? Non, ne présumez pas de la mauvaise foi des gens, s'il vous plaît. Il n'est pas de l'habitude de discuter des couleurs de scène. Mais vous présumez, pendant toute l'émission, nous avons constaté que vous présumez de la mauvaise foi des gens, M. Gelsi. Oui, et ce n'est pas une bonne chose. Il y a une différence entre analyser, apprécier et présumer. Monsieur Parco, l'attention est montée au bon moment. Pas du tout. Parce que... Je crois qu'il y a quelque chose qui a piqué sa place. Il n'a pas compris. Justement, la logique de le faire. Donc ce piqueur est arrivé au bon moment parce que nous allons observer une pause et prendre un peu d'eau, ça va calmer les tensions. À tout de suite pour la seconde partie. Merci.